Le cercle RH est notre débat quotidien sur Smart Job pour parler, j'allais dire reparler de la génération Z avec des acteurs qui suivent ce marché, ces jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi. Alors, qu'est-ce que la génération Z? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et comment, et là je me mets en contre-champ, comment les séduire? Comment vous, qui êtes recruteur, vous creusez la tête pour tenter de les faire venir dans vos entreprises? On en parle avec deux invités. Élodie Gentina, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir en vrai. Alors vous étiez revenu après physiquement sur le plateau, parce que vous étiez en visio, je crois, la première fois. Non, la dernière fois j'étais là. Vous étiez là, vous étiez même à cette place. Avec Jérémy Lamry. Exactement. Professeur associé à l'IESEC School of Management, conférencière sur la génération Z et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, dont vous allez nous rappeler le titre. Des aides consommateurs aux aides collaborateurs. Et j'en ai créé un nouveau qui sera publié en octobre 2023. C'est ça, vous l'aviez annoncé d'ailleurs, il est en prépa. Merci d'être là. Et puis Eric Gras est avec nous. Bonjour Eric, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Vous avez une vue du marché de cette jeune génération. D'abord peut-être Élodie, chercheuse, professeure, c'est quoi la génération Z? Parce qu'on avait tout à l'heure sur notre plateau le patron de la CCI France. Ils ont des jeunes en CFA qui font plâtrier, mécaniciens. On les rentre dans cette génération Z. Moi, j'ai quand même le sentiment que quand on parle de la génération Z, c'est un peu ces jeunes qui font des écoles de commerce, de belles écoles, et qui ont un peu le pouvoir, pour ne pas dire un peu la grosse tête. Je me fais un peu vieux en disant ça. Et qui ont comme ça des espèces d'aspirations un peu, pas utopiques, mais très revendicatives. Ça concerne les plâtriers, les mécanos, Bien sûr, ça concerne aussi les artisans. En fait, quand on parle de génération, parfois j'aime pas toujours parler du terme de génération, parce que la jeunesse regroupe un ensemble d'individus, non pas homogènes, mais il y a des différences selon le milieu culturel, le milieu social, le lieu d'habitation, le fait d'habiter en ville, à la campagne, etc. Clairement. Et je préfère parler de digital natifs, tous ceux qui sont nés pendant la 4e révolution numérique. On parlera peut-être aussi plus tard de génération coroniole, ceux qui sont nés pendant la crise de la Covid-19. En tant que chercheur, je ne travaille pas encore sur eux. Vous pensez qu'il s'est constitué une génération, Eric dit oui, il s'est constitué comme ça une bascule, une nouvelle génération Covid? Mais clairement, on voit dans l'histoire du monde du travail, chaque crise laisse des impacts durables. Toutes générations confondues, mais notamment sur les plus jeunes générations, ça conditionne. La première fois où on envisage le monde du travail, on arrive dans le monde du travail, quand il y a une crise économique, écologique, sanitaire, etc., ça change la perception du monde du travail. Donc, on a vu l'accélération du télétravail, on a vu sur les générations d'avant, nos parents, par exemple, ou grands-parents avaient une entreprise, un job toute sa vie, et puis d'un seul coup, on a vu des entreprises qui viraient du jour au lendemain des gens. Ça marque les générations qui suivent. C'est-à-dire qu'on voit ses parents se faire virer du jour au lendemain, on voit des industries s'effondrer ou des industries naître. On ne perçoit pas le monde du travail de la même façon. Oui, ça laisse un impact. On voit ses parents au chômage, on voit ce que ça implique aussi dans la vie sociale de la famille. Génération Z, donc c'est tout le monde, mais quand même, il y a quand même des éléments qu'on voit sur les réseaux sociaux de ces étudiants, je mets les guillemets, bien nés, qui, à la tribune d'HEC, qui, à la tribune des grandes écoles, font des déclarations à la Greta Thunberg. C'est ça la génération Z? En fait, là, on parle aussi un peu de la jeunesse dorée. Donc, quand on oui, c'est pour ça que il faut aussi savoir sur quel échantillon cela porte. Et ces étudiants qui remettent en cause un peu les écoles de commerce et avec leurs grands discours. Mais ils y sont quand même. Sur les quêtes de sens, ils y sont. Ils sont dedans, ce qui est quand même assez drôle. Mais c'est aussi cette jeunesse dorée, c'est cette quête de sens et de valeurs qu'ils recherchent. Et cette crise de la Covid-19, elle a suscité une accélération des questionnements liés à l'écologie, à l'environnement, à la quête de sens, que l'on retrouve bien chez ces jeunes que vous qualifiez de jeunesse dorée et qu'on retrouvera. Et vous aussi, d'ailleurs, vous la qualifiez de jeunesse dorée. Oui. Ouais. Oui. Non, on assume cette idée qu'il y a quand même un peu deux mondes dans notre jeunesse, quoi. Eric Gras, l'offre et la demande, parce que c'est un peu l'enjeu d'Indeed, c'est faire se rencontrer cette offre et cette demande. Et vous avez, vous, un panorama. Elle dit quoi, cette génération Z? Elle se comporte comment? Et puis on parlera des recruteurs, parce qu'en les rencontrant beaucoup, honnêtement, ils se grattent un peu la tête quand même. Mais comment elle se comporte, cette génération Z? Déjà, il y a deux types de profils dans les jeunes. Il y a les jeunes déjà actifs depuis un moment, et puis les jeunes de moins de 25 qui sont encore étudiants ou arrivent tout juste dans le marché de l'emploi. Et eux, en effet, il y a eu un impact très important du Covid. Donc il y a déjà des nuances, parce que quand on a déjà 3-4 ans d'expérience dans le monde du travail, entre les aspirations, les idéaux qu'on a pu avoir et ce qu'on découvre, on a juste un peu, on a juste un peu son tir. Ce qui est très flagrant dans les études qu'on a sorties, on parle beaucoup de sens, etc., c'est qu'il y a des besoins très primaires, y compris chez ces jeunes-là. C'est d'abord, je veux trouver un job. Pas oublier que
parmi les pays de l'OCDE, la France est l'un des moins bien lotis sur l'emploi des jeunes. 30% le taux d'emploi des jeunes. C'est le chiffre. Ouais, on a 18% de taux de chômage, un peu plus de 18%, contre 7% en moyenne, un peu plus de 7% au niveau national. Donc on voit le delta. Et tout en rappelant qu'on arrive à un plateau, l'inversion de la pyramide des âges, donc il y aura de moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc je m'adresse à tous les employeurs, profitez-en, il y en a encore pour les faire bosser. C'est vrai. Le souci majeur, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Donc le jeune qui arrive dans le monde du travail veut déjà trouver un job rapidement pour gagner en autonomie, en indépendance. Logique, ça c'est vrai pour toutes les générations depuis un siècle. Oui, mais il faut le rappeler, avant de parler de sens, etc., il veut trouver un job qui correspond à ses compétences, ses aptitudes. La mobilité géographique aussi, c'est que ça me coûte cher d'avoir une voiture. Automatiquement, voilà. Ça c'est le deuxième sujet. Exactement. Et ce qui est très nouveau, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Alors ça c'est nouveau en effet. Et ça c'est vraiment nouveau, parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça dans les jeunes générations avant. C'était justement je cherche un job à tout prix, etc. Et il y a cette exigence qui arrive très fortement. Et ce qui est très drôle, quand on creuse dans l'étude, c'est qu'il y a quasiment deux moitiés identiques. Une qui veut vraiment de la stabilité horaire, un job fixe, un peu sûr. Un bon cadre. Voilà. Et une autre qui est prête à des horaires complètement décalés, à travailler le week-end, à travailler... C'est deux blocs. C'est-à-dire de sociologie, j'allais dire. C'est 47, 53, donc il y a vraiment un équilibre très, très fort. Ouais, et ceux qui veulent bosser le samedi et le dimanche, ils s'en fichent, ils ont l'ordinateur, ils sont mobiles. Exactement. Et plus ce profil de jeunes est à un niveau d'éducation faible, moins ils sont souples sur les horaires. Exact. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que c'est plutôt quand on a peu de diplômes qu'on va vous proposer des emplois où il faut travailler dans l'hôtellerie-restauration, la logistique, en horaire décalé le week-end, et eux sont contre. Et plus le niveau d'études est élevé, plus ils sont souples sur un travail asynchrone, des horaires décalés. C'est passionnant. C'est passionnant parce que ça ouvre le débat de l'hôtellerie-restauration où aujourd'hui on ouvre les bras aux migrants et à ceux qui sont devant le Conseil d'État. C'est ce que dit Thierry Marx. C'est très intéressant. Ouais. Et puis les jeunes diplômés, ayant des familles, les ayant accompagnés culturellement, se disent après tout, le monde s'est dérégulé, je vais être souple. Vous avez la même analyse ? C'est clair, et cette souplesse, ils la recherchent. Et aujourd'hui, il y a même des entreprises qui arrêtent de faire ce contrat d'exclusivité parce que les jeunes ne veulent plus s'engager pour une seule entreprise, mais ils veulent travailler en mode mission. Et ce qui est important, et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est justement cette volonté de renouveler ses compétences. Donc la notoriété d'une entreprise ne suffit plus. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont envie d'apprendre continuellement, tous les jours, dans une entreprise qu'ils appellent une entreprise apprenante ou partageante. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et réussir pleinement sa vie, ça en fait partie. Quelle est la place du travail dans la vie de France ? Arrêtons-nous un instant, parce qu'on évoquait la sociologie, les générations, les chocs qui transforment finalement ceux qui rentrent sur le marché du travail. Ça naît de quoi ? Parce que moi, ça m'intrigue énormément. Alors, je me passionne pour la politique. Il y a eu des grands mouvements sociaux. Les révolutions industrielles ont provoqué des mouvements sociaux. Là, on n'est plus du tout là-dedans. On est sur des jeunes qui disent, pour certains, je veux un cadre. Pour d'autres, je veux déréguler, je veux devenir entrepreneur, je veux devenir mon propre patron, je veux avoir 4 patrons. Mais ça, c'est une révolution même par rapport au code du travail. C'est plus une notion d'impact, en fait. C'est-à-dire que je rejoins ce que vous dites, et on le voit encore plus fortement dans les jeunes générations, c'est qu'ils rejoignent un projet. Et notamment... Donc il faut leur vendre un projet, excusez-moi de rebasculer côté recruteur. En effet, je ne rejoins plus une entreprise comme avant. Même si on travaille bien sa marque employeur, etc., ça sera Y. Par contre, tel projet dans telle entreprise, qui va durer 3 ans, 5 ans, là, oui, et je serais fier, si on reprend la notion de sens et de fierté, de dire à mon entourage, je ne travaille pas juste dans telle ou telle entreprise, mais je fais ça au sein de telle entreprise, et mon rôle et ma contribution à l'entreprise et à la société au sens large, c'est ça. Donc c'est plus une notion d'implication qui est beaucoup plus forte qu'avant. Mais est-ce qu'il y a un enjeu politique au sens noble du terme ? C'est-à-dire qu'ils sont en train de challenger tellement fortement les entreprises que même les entreprises revoient leur stratégie, ils ne peuvent plus faire de greenwashing, elles sont obligées de vraiment, quand elles disent de faire... C'est la notion d'impact. Et d'impact. Ces jeunes leur disent, mais vous nous mentez, j'irai pas chez vous. Exactement. Et quand il y a le premier baromètre qui est sorti chez Veolia, voilà, j'ai été présente, j'y ai présenté aussi les résultats avec un zoom sur les jeunes, 25 000 personnes, 5 continents. Et c'était des questions propres au réchauffement climatique et l'impact. Et on leur a posé comme question, grâce à quoi on va s'en sortir demain ? Ils ont répondu, grâce à nous, en tant que citoyens, avant même l'entreprise. Donc on voit, l'entreprise doit se questionner et doit vraiment se poser la question en disant, les jeunes, mais voilà, les jeunes collaborateurs, mais les collaborateurs aussi, doivent être avant tout acteurs et protagonistes
de l'histoire de demain dans l'entreprise. Et donc, c'est l'empowerment. Exactement. C'est-à-dire, voilà, qu'il soit au centre, l'intrapreneuriat, les faire travailler en projet, mission, etc. Et vous le disiez tout à l'heure, je le redis, avec plusieurs employeurs, ce qui repose la question du rapport de contrat avec l'entreprise. Tout ça est une complexité pour le DRH qui dit, mais attendez, nous, on n'a pas prévu donc ça oblige à des transformations même dans la relation des DRH avec, parce que traditionnellement, bon, on signe un contrat, on vérifie les avantages, on valide le salaire et puis l'affaire était close. Mais ça, c'est fini. Côté recruteur, parce que Indeed était venu sur le plateau et vous étiez venu, Eric, nous expliquer qu'il fallait quand même mettre des fourchettes de salaire, que vous êtes en train de faire bouger les lignes, que quelque part, à votre manière, vous aussi, vous dites aux entreprises, bougez, mettez-vous en mouvement. Elles sont en mouvement, les entreprises, elles se remettent en question ou pas? Oui, clairement, oui. Enfin, pour être honnête, après, à leur décharge, c'est compliqué. C'est-à-dire que les choses évoluent très, très vite. Donc, l'ensemble des fonctions RH, petites, moyennes, grandes entreprises, prennent conscience de ça. Après, il faut mettre des chiffres, des études pour appuyer ces données-là et donner du sens. Après, il faut changer les mentalités des patrons, les mentalités des managers. Donc, ça prend du temps. Et quand ça change très vite comme ça, à moins d'être au pied du mur, souvent, on laisse un peu venir, on fait des petits ajustements. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut agir beaucoup plus vite qu'avant, sinon, il est déjà trop tard. Et sur cette jeune génération, j'ai une phrase que j'ai en tête, mais ils ne regardent pas le monde d'avant. Ils regardent le monde devant. Mais ils ne le connaissent pas trop, le monde d'avant, finalement, quand on regarde objectivement les choses. On leur en parle. On leur en parle un peu. Pour eux, le monde d'avant, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Ah non, et ce qui compte, c'est en effet le monde devant. L'instant présent. L'instant présent. En quoi je vais contribuer demain à changer les choses à mon niveau. Donc, Élodie, il y a bien un choc de culture. Il y a les patrons, parce que vous voyez, on est quand même un peu dans une bascule de siècle. Il y a les patrons nés au XXe qui traditionnellement, ont fait grandir leur entreprise avec ce modèle-là. C'est quoi? C'est un choc thermique pour eux. C'est ça la difficulté. C'est que c'est deux mondes qui se regardent et qui ne se comprennent pas très bien. Même si certains patrons ont des enfants et qui, le dimanche à table, leur expliquent un peu la vie quand même. Il faut dire ce qui est. C'est ça. Et c'est ça qui permet aussi de les faire avancer. Quand j'accompagne les entreprises justement sur comment manager cette nouvelle génération, j'ai jamais été confrontée à des conflits générationnels. Parfois, c'est plutôt des problèmes de personnalité ou des problèmes liés à des styles managériels. Et il y a différentes entreprises qui avancent différemment. Il y a des entreprises qui ont du mal déjà à recruter parce que leur image est vieillissante, d'autres qui me disent nous on recrute, mais ils partent au bout de 6 mois. Ça, c'est on a vrai. de gros problèmes de fidélisation. Ils ne les gardent pas. Mais c'est des zappeurs, et le dire, excusez-moi, parce que, encore une fois, vous avez pensé que je suis vraiment, je mets des guillemets, un vieux con, mais on les voit, digital native, il y a des études qui montrent qu'ils sont effectivement très forts sur Snapchat et sur Insta, mais qui sont très très nuls quand il est question de mettre 3 programmes sur un ordinateur. Tout ça, on est un peu quand même dans des vues de l'esprit, en fait, quand on regarde bien les choses. Quand on les amène vraiment au pied du mur, cette jeunesse très très ambitieuse, elle n'est pas capable, entre guillemets, les patrons vous disent, moi j'ai des gens qui sont mal formés, j'ai des gens qui ont beaucoup d'idéaux, beaucoup d'envie, qui sont engagés sur l'écologie, c'est pas contestable, mais dans la réalité de notre travail, j'ai besoin de les former. Vous voyez, il y a un sujet quand même là. Il y a un vrai sujet entre la formation, le moment où j'arrive dans le monde du travail et quand je découvre le travail et le degré d'exigence des entreprises. Donc l'entreprise doit adapter son degré d'exigence, doit former à nouveau après l'école, parce que souvent les formations ne sont pas adéquates, soit sur les compétences, soit sur les fameux soft skills. Donc il faut s'attendre à ça. Quelqu'un qui arrive, mais même quelqu'un qui a 45 ans, et pas opérationnel tout de suite, il faut qu'il apprenne les codes de l'entreprise, il faut qu'il s'adapte. Donc il faut s'adapter. Et une fois de plus, j'aime pas opposer les générations et mettre toute la génération Z dans le même panier. Selon le niveau d'études, selon le niveau d'éducation, de culture, etc., il y a des réalités qui sont différentes. Quand on dit qu'ils sont zappeurs, et consommateurs. Oui, 60% des ruptures de période d'essai en France, toute génération confondue, se fait à l'initiative du salarié. Donc c'est plutôt le problème de l'inadéquation entre ce que je vous ai vendu et ce que je découvre. Et c'est la loi de l'offre et la demande. Quand on est un jeune métier recherché et qu'on a le choix, en effet, si je découvre dans l'entreprise, en effet, dans les 6 mois que ça ne va pas, on m'a survendu l'entreprise. Je traverse la rue, j'ai un job. Hein. Exactement. Et pareil dans l'hôtellerie-restauration, si on reprend ces métiers-là, j'ai le choix. Donc, je zappe pas pour le plaisir de zapper. C'est juste que ça ne correspond pas à ce qu'on m'a vendu. Parce que quand je signe un contrat, le contrat, c'est on m'a fait des promesses et à moi aussi de tenir ces promesses. Au-delà de toutes les critiques que je peux porter sur cette génération Z, je suis peut-être un peu dur, mais ça a du bon, cette génération Z, parce qu'en fait, ça oblige les entreprises à se transformer beaucoup plus rapidement qu'elles ne l'imaginaient. La crise Covid, on l'évoquait, elles sont obligées d'accélérer, vous êtes d'accord? Il n'y a pas le choix, sinon elles ne recrutent pas. Le monde est plus complexe,
Le défi est une chance et donc il faut être complètement optimiste. En effet, ça permet d'avancer et quand il ne faut pas rester optimiste, mais il y aura moins de jeunes. Dans 10 ans, il y a moins de jeunes. Non, mais soyons optimistes, mais sur une période courte, en fait. Bien sûr. Mais après, il faut aussi dépasser les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir. Et quand on parle, par exemple, du terme zapper, ça peut faire peur, mais on peut se dire aussi, mais tiens, le terme zapper, c'est aussi derrière, c'est diversifier ses compétences, avoir envie d'apprendre autre chose, l'apprentissage, se remettre en question. Agilité. En école de commerce, c'est ça, voilà, agilité, apprentissage en mode concret avec des entreprises. On n'est plus sur le PowerPoint qui dure 3 heures, uniquement sur de la théorie. Et en entreprise, c'est pareil. Non, mais voilà, ça nous permet vraiment d'avancer, de se remettre en question. Même les profs, même les écoles doivent aussi réinventer la nourriture que vous offrez à ces étudiants. Enfin, c'est vrai, je pense que ça part de là, en fait. Et tout à l'heure, quand vous avez dit, voilà, ils sont très forts pour rechercher très rapidement de l'information, c'est vrai, mais ils ont beaucoup de mal à prendre du recul sur l'information recherchée, à l'analyser et à développer un esprit critique. Ça, c'est aussi notre job de travailler avec eux là-dessus. Et les autres générations, donc le mentoring, travaillons ensemble et analysons chacun les compétences des uns des autres. Optimiste, Eric, côté Indeed, c'est-à-dire sur cette rencontre entre un marché dont on nous dit qu'il est très tendu, il n'y a pas un patron qui vous dit, je parlais avec un responsable d'un Big Four qui me disait, sur des projets de M&A, donc de fusion-acquisition, j'ai 20 mains qui se lèvent quand il est question d'entreprise vertueuse, j'ai aucune main qui se lève lorsqu'il est question de travailler sur des entreprises qui le sont moins, qui traditionnellement sont polluantes. Donc c'est compliqué pour les entreprises. C'est plus compliqué, en effet. Parce que toutes ne sont pas vertueuses. Non, et on le voit par rapport à cette notion d'engagement, notamment sur la jeune génération, des grandes entreprises de l'énergie, par exemple, qui étaient très attractives pendant des décennies, découvrent quasiment du jour au lendemain qu'elles ne le sont plus pour ces publics-là. Donc ça, c'est nouveau. Dans l'étude qu'on a fait, d'ailleurs, ce qui était très intéressant aussi, parce qu'on a toujours l'image des GAFA aussi, qui attirent énormément les jeunes, on voit qu'aujourd'hui, elles arrivent loin derrière les PME, en premier. Les jeunes préfèrent être dans une PME, voire une TPE à taille humaine. Ils voient le patron, c'est concret. En deuxième, une grande entreprise. En troisième, auto-entrepreneur, je me monte moi-même ma boîte. Et en quatrième seulement, des entreprises à grand nom. Et en effet, même dans ces entreprises à grand nom, si on prend l'exemple des GAFA, on l'a vu, il y a 6 mois, ils recrutaient des dizaines de milliers de personnes. Et il y a quelques semaines, quelques jours, ils en licencient tout autant. Donc ça laisse des marques, quand je parlais de crise, dans cette jeune génération qui dit, OK, Google, Amazon, pas les dindons de la farce, etc., pourquoi pas, c'est un nom prestigieux, le cadre est sympa, sur une carte de visite ça peut être intéressant. Pour autant, de là à me projeter, est-ce que c'est vraiment attractif ? Beaucoup moins qu'avant. Conclusion, Élodie Gentina, parce que vous avez dans votre titre mis consommateur, collaborateur. Moi j'entends aussi que cette jeunesse, que je peux pointer du doigt parfois, elle ne veut pas être prise pour une imbécile. Il y a de ça. Ils ont compris la stratégie des GAFA. Alors ils y ont cru, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles et de paillettes. Et puis finalement, ils vont faire des choses plus concrètes, plus réelles. En fait, l'important pour moi, je pense, et d'ailleurs ils nous le disent, c'est davantage les reconnaître comme acteurs dans l'entreprise. Et même si, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de travailler dans ces grosses boîtes GAFA avec ça, parce qu'ils disent, elles polluent, elles ne respectent pas l'environnement ou d'autres choses. L'important, c'est de dire, on est authentique. Ces entreprises se disent, OK, on est authentique. Et comment vous pouvez nous aider à travailler là-dessus ? Via, par exemple, faites partie de Shadow Comex, direction d'entreprise, être acteur, comment on peut travailler demain, l'entrepreneuriat, pour progresser sur le style de management. Patron d'eux-mêmes. On part vers ça, en fait. Oui, entreprise beaucoup plus collaborative, en fait. C'est ce que veulent l'ensemble des salariés, d'ailleurs. Encore un peu plus, une fois de plus, cette génération. Mais ça touche tout le monde. C'est que je vais être partie prenante dans l'entreprise. Je vais être considéré comme un individu à part entière et pas comme un tout au sein d'une équipe. Et ça, c'est la vraie tendance qu'il y a aujourd'hui, très forte. C'est en effet, je veux choisir une entreprise qui m'inclut, qui m'implique, qui me reconnaît. Et dans laquelle je sois reconnu aussi. Absolument. Parce que la reconnaissance est souvent dans les classements psy un élément fort de la demande des salariés en général et des jeunes. J'aimerais bien vous faire rester sur le plateau parce que la rubrique qui va suivre va vous passionner, c'est laisser les salariés voyager pour les fidéliser. On est en plein dedans, entreprise de tech et ses fenêtres sur l'emploi. Ça vient un peu prolonger le débat qu'on vient d'avoir. Là, c'est une manière de fidéliser puis de donner envie à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette boîte, peut-être d'envoyer leur CV. C'est tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi.